Bonjour, Bonjour à tous. Alors, là, on peut dire l'enregistrement a commencé et nous sommes sur un conflit, car finalement, est-ce que c'est l'émission de Maître Viguier ou est-ce que ça devient l'émission de Monsieur Buffet? Non, c'est toujours l'émission de Maître Viguier. Alors, donc, normalement, encore que vous ayez le privilège, si je puis me permettre, avec tout le respect que je vous dois, le privilège de l'âge, normalement, c'est moi qui, effectivement, dis bonjour à tous et bonjour, Monsieur Buffet. Voilà. Bonjour, maître. Très bien. Alors, donc, nous avons aujourd'hui peut-être à faire le point. Nous sommes le 24 juin 2022. Dans quelques jours, nous serons le 1er juillet. Oui. Et va s'ouvrir cette phase de 2 mois de vacances. Hein, je fais un calcul rond, hein, juillet, août. Oui. Voilà. Donc, nous avons 2 mois, nous avons toute une série de semaines. Alors, peut-être est-ce le moment des résolutions, des résolutions et de la préparation déjà, envisager la rentrée. Alors, je dois dire que pour quelqu'un comme moi qui détestait l'école, Oui. mais vraiment j'ai haï l'école, l'école primaire, le collège, le lycée, et puis comme je l'ai déjà expliqué, j'ai fini par déserter, c'est-à-dire que en première, j'ai bifurqué vers une autre voie puisque j'ai fait mon stage de préparation militaire parachutiste. Et le port du béret rouge m'a emballé. J'ai trouvé chez les paras la vie idéale dont je rêvais. Bien. Alors bon, je passe sur la suite parce qu'évidemment, j'ai compris que ce n'était pas par les armes que nous pourrions peut-être contribuer un tant soit peu, mais vous savez, il faut que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Il n'y a que comme ça que nous pourrons nous en sortir. Et j'ai pensé que c'était possiblement plutôt par les lois. Vous savez que l'empereur Justinien Ier, au VIe siècle après Jésus-Christ, a redressé l'Empire romain. Mais en réalité, il a redressé l'Empire romain par les armes pour simplement quelques décennies, puisque juste après lui est venu le siècle de l'Hégire, c'est-à-dire en fait l'islam, qui a conquis géographiquement toutes les terres qu'avait recivilisé Justinien ont été conquises par les musulmans. Ce qui est une opération assez fascinante d'ailleurs. Et ça a duré très peu. En revanche, son œuvre législative, elle dure encore. C'est-à-dire qu'elle est partie pour durer pour des millénaires en réalité. La codification justinienne, c'est quelque part une forme de droit mondial. Parce que l'Empire romain était un empire. Et donc les Romains se sont voués à l'étude du droit avec un scrupule, avec le même scrupule dans lequel qu'ils mettaient dans l'analyse des entrailles des oiseaux. Vous savez, quand les augures aussi regardaient le vol des oiseaux dans le ciel, etc. Ils faisaient ça avec une superstition, un sérieux, un scrupule. Enfin, le peuple romain se caractérise vraiment par le sérieux avec lequel ils prennent le travail. D'ailleurs, ça se voit dans beaucoup de domaines, hein, dans l'architecture, dans l'art militaire, etc. Et particulièrement donc dans le droit et la théologie. Donc, c'est pour vanter quand même le métier de juriste hein, que je dis tout ça, qui envisageait de manière sérieuse justement et englobe en fait la philosophie et l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est le programme d'études qui malheureusement, évidemment, n'est pas rempli par les universités françaises. C'est un programme qui était jadis respecté peut-être par les universités allemandes. Non, certainement par les universités allemandes. Peut-être également pour des raisons historiques et culturelles par les Américains. Voilà. Il y a une étude du droit en Russie qui est également extrêmement sérieuse. Mais la France, malheureusement, est vraiment devenue comme on dit selon l'expression, le parent pauvre de la famille des juristes internationaux. Depuis quelle époque?
Alors, il y a un tournant important, c'est la Révolution française. Ah bon, Oui. aussi. Désolé, hein, mais pourquoi? Parce que au moment de la Révolution française, il y a une crispation sur les principes. Et cette crispation sur les principes, elle se retourne en réalité, elle est tournée contre les juristes. C'est-à-dire contre les magistrats, contre les avocats, contre les professeurs de droit, contre même les étudiants en droit. Le droit est élevé au-dessus de tout. Ça, c'est ce qui caractérise la Révolution française. Mais ce droit élevé au-dessus de tout doit être à la portée de tous. Voilà. La Révolution française, c'est le droit pour tous. D'accord. Vous voyez? Donc, ça se traduit sous l'épopée napoléonienne, hein. Mais il y avait déjà d'ailleurs ça, déjà chez Justinien Ier. Il faut quand même l'avouer, hein. Bon. C'est l'enrégimentement, je crois que le terme est à peu près français, on enrégimente les juristes. Voilà, on les met au pas. Et comme disait Justinien, si un doute, on interdit les commentaires. Justinien avait interdit sous menace de répression pénale. Il avait interdit le commentaire de sa législation. Le juriste qui se livrerait à des commentaires, ses ouvrages seront brûlés. On n'était pas sous la loi de 1881. Oui. Ça ne plaisantait pas. Et on retrouve ça chez Napoléon. Dans le Code Napoléon, et c'est l'idée chez Justinien, je passe d'un empereur à l'autre, hein, pardonnez-moi, je jongle. Oui. Chez Justinien Ier, lorsqu'un doute s'élève dans l'esprit du juriste, du juge, du professeur de droit, de l'étudiant, il doit avoir recours à l'empereur. C'est l'empereur, ça ce sont les mots de Justinien, c'est l'empereur qui a été élevé par la divinité, et la divinité à l'époque c'est la Trinité, c'est la Sainte Trinité, c'est le Christ, le Saint-Esprit et le Père, qui a été élevé par la divinité au-dessus des hommes, au-dessus des autres hommes, pour faire les lois et les interpréter. Voilà, donc un peu c'est ce qu'on a à voir. Et chez Napoléon, l'empereur, on a cette idée également que le code civil d'abord ne mérite pas de commentaires parce que et il ne les exige pas. Et les commentateurs sont des gens qui sont là pour embrouiller les lois et pour les rendre inaccessibles au peuple. Vous savez, il y a d'ailleurs cette idée, c'est une vieille idée du droit. On la trouve déjà chez Cicéron. Cicéron dit, enfin dans un dialogue cicéronien, il y a un juriste, je crois que c'est Servius, si je me trompe pas, mais je vais être repris par justement les commentateurs de cette vidéo, d'ailleurs, qui seront peut-être, d'ailleurs, leurs commentaires seront brûlés, si jamais ils venaient à dévier. Il y a chez Cicéron cette idée que le droit se résume à des principes clairs, accessibles, évidents, logiques. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Et ce sont les avocats, d'ailleurs c'est beaucoup lié au contentieux, hein, c'est la chicane, ce sont les procès qui obscurcissent à dessein, volontairement, les textes et les lois. Si on n'avait pas les avocats, s'il n'y avait pas les procès, s'il n'y avait pas les professeurs de droit, le peuple en serait beaucoup mieux dirigé. Voilà. D'ailleurs, je peux dire quand même que s'il n'y avait pas les députés, hein, oui, la loi serait plus claire, hein, oui, parce que ces gens qui sont tout heureux d'avoir été élus là, comme récemment là, enfin, je veux dire, c'est la fête pour eux, hein, passent leur temps à voter des lois dont on n'a pas besoin. Il n'y a rien de pire que les lois nouvelles. Ça ne fait qu'obscurcir les choses, les compliquer à outrance. Bon, oui, les députés ne sont pas les seuls responsables. On a aussi tout ce qu'on appelle les énarques du ministère de la Justice, oui, qui passent leur temps, effectivement, à refondre des codes. Voilà. C'est leur boulot, donc ils vivent de ça. Voilà. Donc, oui, quand ils ont fini de réformer le code de procédure pénale, ils passent au code civil. Ensuite, ils reviennent sur le code de commerce. Et puis, allez, ils reprennent le code de procédure civile. Dès qu'un code n'a pas été réformé depuis 10 ans,
20 ans, il faut absolument le mettre à jour. Et tout ça au nom de la simplification, de la sacro-sainte simplification du droit depuis 3000 ans. C'est la simplification du droit qui le complique bien souvent. Alors, on change la numérotation des articles, etc. Et en réalité, le droit devient complètement obscur. Bon. Alors, moi, je ne cache pas que ce que je cherche, j'étudie la réglementation, mais il faut pas rentrer dans ce que Carl Schmitt appelait la course après le législateur. Carl Schmitt parlait, vous savez, il disait, c'est pas de lui, enfin, il reprenait ce sont des débats allemands. Il disait, le législateur, c'est motorisé. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire en fait, il y a une bureaucratie, et puis je ne vous parle même pas de l'Europe, qui met son grain de sable dans tout ça, mais c'est une motorisation. C'est-à-dire que on est passé du législateur artisan à l'époque de Justinien ou de Cicéron, ou là même avec Cicéron, c'est un législateur artiste, au législateur industriel. Et c'est même une industrie nucléaire. Hein, Et le juriste, qui reste s'il veut rester un penseur scientifique, un esprit qui réfléchit, ne doit pas, disait Carl Schmitt, chercher à faire la course avec le législateur. Parce que ça se traduit par l'obligation de se motoriser à son tour. Et cette motorisation, qu'est-ce que c'est? C'est l'université actuelle. C'est-à-dire, il y a des compartiments, il y a des sections de recherche du CNRS, il y a une hiérarchie entre un corps professoral, un corps de maître de conférence, un corps de directeur d'études au CNRS, de chargé de recherche, etc. Et puis les doctorants, et puis les étudiants, et puis etc. Tout ça hyper spécialisé. Donc déjà, si vous vous spécialisez, vous vous coupez de la réalité. Voilà. Et vous participez en réalité du système. Voilà. C'est ce qui explique, si vous voulez, que du côté de la profession juridique, il y ait si peu de résistance. On n'a pas de dissidence. Enfin, je veux dire, on n'a pas de contre-pouvoir. Hein. Alors reste le journalisme. Oui. C'est ça. Oui. Oui. Le système est bâti comme ça. Hein. Pour réfléchir un peu, pour expliquer aux citoyens ce qui se passe et ce qui doit se penser, on a le journalisme. Oui. Voilà. Et le journalisme, un journaliste, c'est quelqu'un qui doit vivre de ça, hein, donc il est payé, et donc il obéit à ceux qui le payent. Voilà. Et donc, ceux qui le payent sont ceux qui ont les moyens de le payer. Voilà. Et donc, vous avez à peu près une vue du système. D'accord. Donc, c'est pour ça que je dois quand même le dire. Là, je dois quand même vouer, féliciter quand même, reconnaître la prouesse accomplie quand même par Alain Soral, qui est un sociologue marxiste, comme chacun sait, et qui a, je crois, expérimenté et compris ce système précisément, et pour y résister, hein, il a bâti une sorte d'université parallèle, une contre-université avec une maison d'édition et des formations. C'est à ça que je voulais en venir. Parce que j'interviens donc dans les formations d'égalité-réconciliation qui durent depuis maintenant 5 ou 6 ans. Hein, oui. Et c'est une façon d'étudier, parce que je répète que c'est pas par les armes qu'on pourra faire quelque chose, mais c'est par l'intelligence et la réflexion. C'est à ça qu'il faut contribuer, puisqu'il y a une défaillance du système de ce côté-là. Voilà. Donc, comme chaque année depuis quelques années universitaires, à la rentrée, j'ouvrirai mon cours de droit. Voilà. Qui est aussi une forme de cours d'histoire et de philosophie, qui commence en octobre. Et alors cette année, ce qui est nouveau, c'est que le cours se déroulera par visioconférence. D'accord. Oui, parce que j'ai découvert, il y a 2 choses. D'abord, j'ai découvert les vertus de la visioconférence. Oui, comme tout le monde. Évidemment. Comment? Comme tout le monde. Eh ben, comme tous ceux qui l'ont expérimenté. Voilà. Alors, j'avoue que j'ai quand même un vieux fond réactionnaire et conservateur, oui. même si ça se voit pas toujours.
Et j'avais, par exemple, pour illustrer mon attitude générale dans la vie, j'écris à la main. Vous voyez, toujours. Mes travaux que je publie chez Contre-Culture sont manuscrits. Alors, ils sont pas publiés. Ce sont pas les manuscrits que je publie. Hein. Donc, on pourrait, mais non, mais j'écris toujours à la main. Je refuse, mais par une sorte de superstition romaine, je refuse de composer au clavier. Oui. Voilà, c'est quelque chose que je m'interdis. Et lorsque par malheur il m'arrive de le faire, en général, pour moi, l'auteur, ce n'est pas moi, c'est le logiciel. Oui. Voilà. Bon, donc c'est pour vous dire dans quel état d'esprit j'aborde la visioconférence quand on me propose de faire une conférence. Et en réalité, je découvre un instrument extraordinaire. Oui. Parce que c'est une sorte de mélange entre le divan de la psychanalyse, parce que vous êtes face à votre écran, oui. Avec personne qui interagit, hein, enfin, sauf éventuellement par les commentaires, et vous pouvez, alors, et du coup, j'ai compris pourquoi certains profs d'amphithéâtre, quand ils faisaient cours, avaient les yeux rivés au plafond, ou bien rivés sur leur papier, et ne regardaient pas l'amphithéâtre. C'est parce que le cours magistral, ça je l'ai compris récemment, le cours magistral n'est pas propice à l'interaction. Oui. Et alors, ça c'est la première chose. J'ai découvert que la visioconférence permettait de développer en fait le cours magistral. Bon, étant donné qu'évidemment ça autorise, ça n'a plus le public en nombre n'est plus limité. On peut avoir un amphithéâtre de 2000 personnes avec des gens qui sont à Tombouctou, à Shanghai. Bon, ça c'est la visioconférence. Donc ça va se dérouler comme ça. Et puis Alain Soral également donne ses cours en visioconférence. Et on a également des cours de sciences physiques, hein, je crois, également en visioconférence. Enfin bref, donc j'encourage les gens à se livrer à l'étude, quel que soit leur âge. Oui. Vous pouvez même autoriser les mineurs. Hein, a priori, il n'y aura pas de provocation aux mauvaises mœurs. Ça existe encore, ça? Bah, dans les formations d'égalité et réconciliation, oui. Bon. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre idée qui est importante, c'est en travaillant sur l'histoire de l'université, je me suis beaucoup intéressé à l'université allemande, qui se reconstitue en fait justement à l'époque des guerres napoléoniennes. Oui. Et les Allemands avaient institutionnalisé, solidifié une distinction qui est très importante. C'est la distinction précisément entre le cours magistral, qui se déroule comme je vous l'ai dit, où le professeur déroule son propos sans être interrompu, et le séminaire. Et voilà la clé. C'est que l'interactivité, l'interaction est réservée au séminaire. Et le séminaire est à accès restreint. C'est-à-dire, les étudiants qui peuvent participer au séminaire sont des gens qui sont sélectionnés. D'accord. Et en petit nombre. Parce que il n'y a que le petit nombre qui permet le travail d'interaction. En profondeur. Oui, alors, et fait sur la méthode des questions, des réponses, hein, la méthode scolastique. Oui. La méthode scolastique ne peut se faire que dans un petit comité et alors par contre en physique, en présentiel comme on dit maintenant. Oui. Là par contre la visioconférence n'est pas adaptée. Ah bon? Non parce que enfin en tout cas j'ai fait quelques tests et moi j'ai du mal. Autant l'interaction en visioconférence quand on est deux interlocuteurs, c'est faisable comme le téléphone par exemple. Vous êtes au téléphone, vous pouvez avoir de grandes discussions au téléphone. Bon. Mais je pense que quand vous êtes déjà avec 3, 4, 5 interlocuteurs, ça devient, enfin pour moi, hein, d'après ce que j'ai testé, c'est plus difficile à gérer, hein, oui. Voire même impossible. Parce que lorsque vous animez un séminaire, vous devez pouvoir rebondir, comme on dit, à la mimique de l'auditeur qui ferait montre
soit d'une incompréhension, Oui, soit de ce qu'il aurait compris quelque chose. oui, Vous voyez? Et c'est le moment où il faut lui laisser la parole. oui. Vous comprenez? D'accord. Et c'est difficile si, d'abord, tout le monde peut pas parler en même temps, par visioconférence ou au téléphone. C'est difficile, c'est compliqué de demander la parole. Bref, ça perd son côté vivant, quoi. Voilà. Et on risque de passer à côté d'expériences importantes. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le projet, le programme de la rentrée. D'accord. Donc ça se déroule sur combien de quel temps, combien de Alors, séances alors comme nous avons tous des activités à côté, hein, c'est pas, nous ne sommes pas professeurs à temps plein. Si j'étais professeur à temps plein, je donnerais comme Max Weber. Je prends cet exemple parce que je suis en train, comme je l'ai déjà dit, de beaucoup travailler sur la vie et les idées de Max Weber. Je ferai un cours par semaine et 2 séminaires par semaine, de 2 heures chacun. Mais malheureusement, nous avons aussi une activité professionnelle tous, qui d'ailleurs nous nourrit en expérience et en matériaux. Hein. Ça c'est important. Hein. Il faut pas non plus tomber dans le travers du pur professeur. Parce que ça aussi, ça c'est peut-être le travers allemand justement, hein, où le professeur c'est vraiment vocation, un pérou. Bon, bref. Donc, on a été obligé de faire des choix et depuis le début, en réalité, ça correspond à ce que les Allemands appelaient le semestre d'hiver. Ça commence en octobre et ça s'arrête en avril. Voilà, d'octobre à avril, à raison de une séance par mois. une séance, oui. Oui, une seule par mois. Oui. Une seule par mois, mais comme vous avez 4 ou 5 intervenants, en fait, dans le mois, vous pouvez avoir, si vous prenez tous les séminaires, vous pouvez avoir 4 ou 5 cours, et puis voilà, pour l'hiver. Hein. D'accord. Bon. Étant donné qu'on avait introduit dès le départ une interruption en janvier, dans l'idée que des étudiants qui ont par ailleurs des examens ont besoin du mois de janvier parce que c'est un mois pendant lequel ils révisent. D'accord. Voilà. Donc ça a été conçu comme ça. Donc en somme, on a 3 séances au 4e semestre 2022 Oui. et 3 séances au premier semestre 2023. D'accord. Voilà, comme chaque année. Voilà, les formations d'égalité et réconciliation. Ce sont des séances de quelle durée à peu près Moi, je reste fixé sur 2 heures, Oui. mais je sais que par exemple Alain Soral, et ça c'est le côté marxiste, peut tenir 4 ou 5 heures. D'accord. Voilà. Donc, je pense que les gens, comment le dire, en ont pour leur argent. Hein. Oui. Je ne sais pas comment les autres intervenants gèrent leur temps, mais il est possible ils dépassent les 2 heures. C'est pas D'accord. impossible. En tout cas, moi, je me fixe sur 2 heures. Voilà. C'est comme ça. Et Et donc, parce que comme j'ai des côtés un petit peu folkloriques, il faut que je me rattrape sur d'autres plans. Vous voyez, par exemple, quand j'enseignais, mon cours déstabilisait beaucoup les étudiants et surtout certaines étudiantes parce qu'il y avait un côté très libre dans la parole. Enfin, les gens pouvaient intervenir, etc. Ils devaient même, enfin, étaient appelés à intervenir. Et donc, il fallait que je rattrape, que je cadre sur d'autres choses. Et j'avais instauré que la, la, quand la porte était fermée, on ne pouvait plus arriver, on ne pouvait plus entrer. oui. Voilà. Le retard était interdit. C'était Oui. pas possible. Et c'était pas une question de minutage, hein, c'était la porte qui comptait. Quand la porte est fermée, on la rouvre pas. Oui. Voilà. Et ça, c'était aussi l'héritage du chahuteur que j'ai été au collège. Je vais vous raconter, si vous voulez, parce que il faut pas non plus assommer nos auditeurs, mais je vais vous raconter quand même un souvenir de collège, puisque on est sur les vacances et on parle de la rentrée. Alors une fois, j'avais organisé un complot de mon idée, c'est-à-dire que nous étions, je sais pas, une vingtaine
à ne pas être entré en salle de classe. Oui. Donc la porte s'était refermée, donc le professeur avait commencé son cours. Et puis un collégien avait ouvert la porte, avait refermé, était allé s'asseoir. Bon. Et puis un deuxième collégien avait ouvert la porte, l'avait refermé, était allé s'asseoir. Et donc, au bout du 10e, le professeur avait fini par ouvrir la porte et aller voir dans le couloir pour dire bon, ben, maintenant ça suffit. On rentrait. Bon, enfin voilà. Bon, enfin on avait trouvé ça très drôle. Bon, bref. Alors donc, et alors de mon côté, alors j'ai jamais eu droit à ce chahut parce qu'il était sans doute pas dans l'imagination des étudiants normaux. Par contre, ce que j'ai su, c'est que j'étais devenu du coup dans l'université une légende. Il fallait pas arriver en retard au cours de Maître Viguier. Enfin à l'époque, j'étais pas Maître Viguier d'ailleurs, de Monsieur Viguier, et on avait une peur panique par les étudiantes surtout, qui couraient comme des dératés entre deux cours, parce que les professeurs d'université sont souvent un peu irrespectueux en fait des horaires, oui. Et ils peuvent être amenés des fois à déborder, oui. Ce qui est très mal, ce qui est très mauvais. Hein. Oui. Je crois qu'à Paris 2, par contre, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si un professeur déborde sur son horaire, l'autre a le droit d'ouvrir la porte, d'entrer et de le déloger. Oui. D'accord. Enfin, de mon temps, c'était comme ça à Paris 2. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et donc, ça créait en fait du grabuge parce que ça ne se faisait pas. De même, je faisais l'appel, par exemple, oui. Qui ne se faisait pas non plus. Oui. Bon, avec le recul, je regrette un peu quand même. Ouais. Alors, voilà. Ces cours sont redisponibles après, peuvent être revus ou... Alors, depuis quelque temps, moi, je ne mettais plus à disposition mes séminaires, justement parce que ça ne se déroulait plus que sur le mode séminaire, c'est-à-dire sur le mode de la conversation, où d'ailleurs je parle aux gens que je connais, donc je donne leur nom, etc. Donc, et c'est de manière complètement libre. C'est un véritable séminaire de recherche en fait, hein, oui. Qui peut être intéressant, mais qui est un peu délicat à publier. Oui. Bien. En revanche, dès lors que le cours va reprendre sa nature de cours, effectivement, les enregistrements, au bout d'un an, je crois, seront diffusés en entièreté, c'est-à-dire qu'on pourra acquérir le cours de cette année. D'ailleurs, j'ajoute peut-être pour le sujet abordé, le thème, et ce sont beaucoup les gens qui fréquentent mes séminaires hein, qui ont été aussi volontaires pour aborder ce thème, c'est le thème de l'argent. Oui. Voilà, l'argent. Alors l'argent est un thème central en lui-même, hein, mais je l'aborde beaucoup, comme j'ai appris à le faire d'ailleurs, notamment avec Yann Thomas, en abordant tout ce qui peut lui être périphérique, hein, parce que c'est aussi un prétexte quelque part pour s'intéresser donc à l'histoire, à l'anthropologie et au droit de manière générale. Vous voyez par exemple, cette année, nous avons lu Le Capital de Karl Marx, entre autres. Hein. On a aussi lu des passages d'Aristote, de Platon et du droit romain. Bon, mais voyez, quand dans Le Capital, Karl Marx étudie l'argent, il le fait sous l'angle de l'opération d'échange. Et l'opération de l'échange et de la vente, d'ailleurs. L'échange et la vente. Mais l'échange et la vente, contrairement à ce qu'on peut croire, ne sont pas en réalité abordés par lui en tant que ça, en tant qu'opération économique. En réalité, c'est une analyse de juriste à laquelle il se livre. Et à cette occasion, j'ai découvert, ce que nous ne savons pas, c'est que Karl Marx est diplômé juriste. Ah bon? Oui, il est docteur en philosophie. Mais au départ, il est juriste. Et ça, cette vision que nous avons, elle tient justement à l'enrégimentement napoléonien.
Parce que ce qu'ont fait les universitaires français également, c'est qu'ils ont compartimenté la philosophie d'un côté, l'histoire de l'autre, et encore d'un autre côté, le droit, coupé de toute substance historique et philosophique. Oui. Vous savez, il y avait, je crois que c'était un ministre de la Justice ou un haut fonctionnaire qui s'appelait Dupin. Dupin. Et Dupin, il dit, textuellement, enfin, textuellement, j'aurais du mal à vous le reciter de mémoire, mais les gens commencent à se rebeller, on est en 1820, les gens commencent à se rebeller parce que en France, on ne réfléchit pas, pendant qu'en Allemagne, il y a un mélange, en fait, entre philosophie, histoire et droit. C'est pour ça que quand Karl Marx fait du droit, il suit également des cours de philosophie. Je rappelle que l'un des cours de droit donnés à la faculté de Berlin l'était par Hegel. La philosophie du droit de Hegel, c'est quasiment du droit. Et le professeur de droit fait également de la philosophie du droit, vous comprenez? Oui. En France, pendant ce temps, c'est la lecture du Code civil, article par article. Vous voyez, dans l'esprit où le commentaire est prohibé. Bon, eh ben Dupin est né, répond aux détracteurs qui veulent réformer l'université française. Nous n'avons, nous, Français, plus besoin de réfléchir. Car nous avons fait la révolution. La réflexion, c'est le XVIIIe siècle. Elle est montée à des sommets inégalables dans l'histoire de l'humanité. En somme, nous avons trouvé nos principes. Maintenant, le temps de la réflexion et de la recherche est terminé. Maintenant est venu le temps de l'application. Ce n'est plus l'heure du philosophe, c'est l'heure du juriste et de l'administrateur. Ça, c'est la philosophie française. Ah oui, oui, oui. Qui parlera certainement aux étudiants en droit qui m'écoutent et à mes confrères avocats et à nos confrères au sens large magistrats. Voilà la philosophie française. C'est important à comprendre ça. Bon, c'est tout ça en même temps qu'il faut expliquer et comprendre. Et donc j'en étais sur Karl Marx. Karl Marx, juriste allemand. Oui. Alors, ce qui définit Karl Marx, c'est d'être un juriste allemand. Alors, que les cousinistes ne se chamboulent pas, car je vais leur révéler un secret méconnu, c'est que Francis Cousin est juriste. Voilà. Et là, ça va définitivement les terrasser. Oui, Francis Cousin, il l'ignore, mais Francis Cousin est juriste. C'est un juriste qui s'est formé, non pas directement par l'université, puisqu'il a fait de la philosophie. Néanmoins, il a une pratique d'abord dans le cadre du conseil juridique syndical, puisqu'il a été syndicaliste. Il a travaillé pour des centrales syndicales pendant des décennies. Et dans ce cadre, il a été conseiller prud'homal. Donc Francis Cousin, vous voyez, s'est formé sur le tas, comme on dit, par la pratique du droit. Pendant plus d'une décennie. Et il a même été ensuite conseiller syndical patronal. Donc il était salarié et patronal et il a présidé le conseil de, enfin pas le conseil de prud'homme, mais les formations quoi. Enfin oui. Je sais pas comment on dit en matière prud'homale parce que je suis pas spécialisé du tout en droit du travail. Bref, enfin il a présidé les audiences. Vous voyez, il était le président de l'audience. Voilà. Et ça pendant des années. Hein, avant que son soutien affiché, porté à Dieudonné, ne lui fasse perdre en fait ses fonctions. Voilà. Oui. Il était dans quelle région il était? C'était à Paris, hein, je crois. Ah bon. Oui. Voilà. Donc tout ça pour dire que quand on travaille sur l'argent, il y a un aspect économique, il y a un aspect juridique qui est très important. Hein. Et d'ailleurs, il y a également un aspect comptable. Hein. Et là, si on veut donner des lectures pour l'été, il y a le livre de Werner Sombart sur le juif dans la vie économique. Voilà, c'est un ouvrage important, Sombart, parce qu'il insiste beaucoup sur c'est d'ailleurs sa découverte. Hein. C'était un collègue de Max Weber, hein, Sombart. Oui. C'est la découverte de l'importance de la comptabilité. Oui. Voilà, la comptabilité. Alors, voilà le genre de choses aussi de notre temps qui est complètement négligé. Oui.
est complètement justement compartimenté. Alors que la comptabilité, c'est quelque chose qu'on retrouve à la racine de la civilisation. C'est-à-dire, en fait, chez les papous, vous n'avez pas de comptabilité. Vous voyez? Oui. La comptabilité apparaît dans la civilisation en même temps que la guerre, que le droit, que la monarchie, que voilà. C'est ça en fait le cœur de la recherche que nous devons livrer, c'est-à-dire prendre conscience de la perspective historique. Oui. Et je le répète, on en reparlera peut-être, mais c'est en cela que nous restons chrétiens. Oui. D'accord. D'accord. Alors, qui sont les autres animateurs de cette université de... Alors, pour le savoir, vous allez sur le site d'Égalité-Réconciliation, Oui. ce que je fais à l'instant devant vous. Sur le site d'Égalité-Réconciliation, vous avez une grille événements. Là, vous avez ER, Université ER, saison 2022-2023. Et alors, vous avez donc votre serviteur, vous avez Lucien Cerise, Oui. qui donne un séminaire sciences humaines et sociales. Je crois que lui, c'est un séminaire physique. François Roby, physique à Paris et à Lyon. François Roby, un séminaire donc de sciences qui est en visioconférence, et Camille Mordelink, philosophie. Donc, vous voyez, vous avez 5 matières enseignées cette année. Et d'ailleurs, je regrette un peu, je lui ai dit, mais je pense qu'il fait une pause et que ça va revenir, la suspension du séminaire de Pierre de Brague. Oui. Voilà. Et sans doute l'an prochain reviendra-t-il. Voilà. Donc, sociologie profonde, Alain Soral, dérive du mondialisme, économie, géopolitique et eschatologie. Oui. Camille Morderlink, histoire de la philosophie, initiation à la philosophie. Oui. Très bien. François Roby, comprendre l'information de l'abstraction à l'émotion. Damien Viguier, histoire, droit, anthropologie, l'argent. D'accord. Et Lucien Cerise, communication en situation conflictuelle. Voilà, ça c'est important également. Voilà. Donc c'est une université ouverte à tout âge. Oui. Nous ne faisons pas de discrimination fondée sur l'âge. Voilà. Ni sur le sexe, ni sur le sexe. Encore que pour mon séminaire, certaines saisons, on a eu des cours en non-mixité. Je le reconnais. Ah bon? Oui, parce que j'ai pensé que pour la concentration de l'étudiant, l'absence de tout représentant de la gente féminine pouvait être plutôt bénéfique. Et à l'expérience, il s'avère qu'effectivement, oui. Ça favorise l'intelligence masculine, qui a tendance à être troublée de la seule présence d'un membre du sexe faible, comme on disait autrefois, et du beau sexe. On disait le beau sexe. Oui, c'est ça. Oui. Genre d'expression devenu totalement incompréhensible de nos jours. Le beau sexe. Oui, là, Voilà. Vous allez un peu loin, là, j'ai l'impression. Mais j'avais ouvert un séminaire pour dames. Oui. Oui, en parallèle du séminaire pour messieurs. Voilà. Oui, et il était garni? Oh oui, toujours en numerus clausus parce qu'il s'agissait alors du séminaire. Oui. Mais oui, absolument, oui. C'est-à-dire en fait mon numerus clausus pour le séminaire, j'en profite pour terminer là-dessus parce que je crois que l'heure tourne, Monsieur Buffet, oui. non, il me semble. Oui. Voilà, on va terminer là-dessus. Oui, mon numerus clausus. On va parler un peu du point de vue pratique, financier, etc. Si vous voulez. Alors, juste le séminaire, le numerus clausus, de toute façon, les gens ne sont pas concernés là par le séminaire. Mais mon numerus clausus, pour dire quelle est la bonne recette pour avoir un bon séminaire, il faut pas dépasser 4 étudiants. Ah voilà. Bon, oui, il faut. Le séminaire ne s'ouvre qu'à partir de 2 étudiants. Donc, vous pouvez faire un séminaire très efficace à 3 personnes, c'est-à-dire l'animateur, l'enseignant et 2 étudiants, jusqu'à 4 personnes, 5 avec l'animateur. Voilà. Au-delà, vous sortez du séminaire, vous êtes dans le cours. Oui. Et ça devient beaucoup plus compliqué d'avoir la concentration maximale pour tout le monde. Oui. Que ce soit pour le professeur ou pour les étudiants. Voilà.
Et alors concrètement, donc il s'agit d'aller sur le site, de s'inscrire, et les frais sont alors date limite d'inscription. Voilà, ça c'est important. Le 10 septembre 2022. Oui. Voilà, il faut se décider avant le 10 septembre. Les inscriptions sont ouvertes et le tarif est de 150 € par an. Oui. Et par séminaire. Voilà. Ce qui fait, voilà. Ce qui fait, si on s'inscrit à tous les séminaires, ça fait une année il faut faire des maths, 5 fois 150. 750. Alors ça doit faire 750, c'est ça. Voilà. Ce qui fait ce qui vous donne le tarif étudiant, le tarif pour étudier à égalité réconciliation. D'accord. Voilà. Mais étant donné que vous avez une université qui est organisée quand même avec une interaction constante avec le site Égalité Réconciliation, parce que le bon étudiant ne se contente pas d'aller au séminaire, il va constamment et régulièrement sur le site d'Égalité Réconciliation, il peut vous regarder des conférences, et puis surtout la maison d'édition Contre-Culture, oui. Qui lui permet d'accéder à de la littérature, etc., et lire. Voilà. Donc là, il y a moyen, à mon avis, de se former, comme on dit, de se cultiver, de réfléchir avec des professeurs qui n'ont pas, je crois, tous n'ont pas la prétention de détenir le Graal et de le dispenser sans discussion. Je crois que les premiers chercheurs de cette université sont les enseignants eux-mêmes. Voilà. Et je parlais du livre de Sombart. Moi, j'ai beaucoup appris avec le livre de Sombart qui est publié chez Contre-Culture. D'accord. Voilà. Très bien. Écoutez. Bon. Eh bien, merci, puisque maître. c'est moi, normalement, qui dirige cette émission. Oui. Merci, maître. Mais si vous voulez, oui, je vous remercie, mais finalement, Monsieur Buffet, oui, c'est vrai que vous êtes un peu l'animateur, en fait, de ces chroniques juridiques. Moi, c'est un petit peu le confort que ça m'apporte, il est là. Donc, je vous laisse clôturer. Merci beaucoup. Je vous dis merci et à bientôt, Monsieur Buffet. Et à bientôt à tous. Bonnes vacances. Merci, maître. Et puis, nous nous reverrons probablement à la rentrée. Sauf si vous êtes disponible pour des émissions pendant l'été. Toujours. Moi aussi. Non. Alors, les émissions continuent. Les retraités sont en vacances toute l'année, donc. et moi, je n'ai jamais pris de vacances. Je ne sais pas ce que ça veut dire, vacances. Oui. Ah bon. Donc, je serai en vacances quand je serai dans la tombe, si j'ai une tombe. En attendant, je reste une tombe, contrairement à d'autres. Oui. Bonnes vacances. À bientôt. À la prochaine, Monsieur Buffet. Merci infiniment. Bonnes vacances à tous.